Salut les amis, alors nous voici de retour aujourd'hui pour une critique de livre et aujourd'hui ce sera Une famille presque normale de M.T. Edwardson. Alors évidemment, je sais pas si je le prononce bien, il est suédois si j'ai bien retenu. C'est une histoire, je sais pas si on peut dire d'enquête parce qu'en gros c'est une histoire où il y a une fille donc, qui est accusée d'un crime. Et finalement, on va essayer de savoir si elle l'a réellement commis ou non, mais on n'est pas avec la police, etc. On est avec la famille, donc d'abord le père, ensuite la fille, et ensuite la mère, et non pas le Saint-Esprit. Et ça peut avoir l'air banal comme ça, mais c'est super bien fait. Alors, résumé, au début, comme je vous disais, on est avec le père qui s'appelle Adam et qui est pasteur. Il apprend soudainement que sa fille est accusée de meurtre. Et il est complètement bouleversé, pour lui ça sort de nulle part, il se demande comment ça peut arriver à sa famille, il se dit que ça doit être une erreur, etc. Mais en fait ensuite il va se remémorer petit à petit des éléments entre guillemets précurseurs qu'il y a eu dans l'adolescence de sa fille, puisque sa fille a 19 ans. La première fois qu'il a appris qu'elle prenait de la drogue, la première fois qu'il a appris qu'elle avait des relations sexuelles alors qu'il s'y attendait pas du tout parce que lui il est pasteur et que dans sa famille ils l'ont pas incité à ça, etc. Enfin, en gros sa fille a fait une espèce de dégringolade où finalement il se dit que ça fait longtemps qu'elle a des problèmes et qu'il a perdu le contact avec elle et qu'il aurait dû s'y attendre, etc. Donc au début on part dans un choc où on se dit mais non c'est pas elle, c'est une erreur, et ensuite avec lui on se dit peut-être que c'est possible. Et après, on passe de son point de vue à elle, et là, on va avoir des flashbacks de comment elle a rencontré le mec qui est mort, parce que le mec qui est mort, en fait, a 32 ans. Donc déjà, au départ, le père, lui, n'arrive pas à se dire que sa fille avait une relation avec un mec de 32 ans. Donc on va voir leur rencontre, qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Enfin, on voit ça en alternance avec le point de vue de la fille en prison. Donc en prison, elle est en train de bader et de se sentir pas normale et de se dire de toute façon que sa vie est foutue, etc. Enfin, elle est vraiment en mode ado. Même dans l'écriture et tout, c'est vachement bien foutu, je trouve. Et donc voilà, de voir comment s'est passée sa relation avec ce mec qui a l'air idyllique au début. Donc pour l'instant, on comprend pas trop comment elle a pu arriver à le tuer vu qu'elle a l'air d'être vraiment amoureuse, même si elle l'admet pas vraiment et tout. Enfin, sur la fin de son point de vue, on apprend que le mec cachait quand même des choses. Voilà, ensuite on en reste là et on passe au point de vue de la mère, à travers qui on va voir le procès, et mère qui est avocate. Donc c'est pas elle qui défend sa propre fille, mais l'avocat qui défend sa fille, c'est son ancien patron avec qui elle a l'air d'avoir eu une aventure, et donc elle le connaît bien, et ils ont fait leur stratégie ensemble pour décider comment ils allaient essayer de faire en sorte de libérer sa fille. Sachant qu'au moment où on voit le procès, nous on sait pas encore réellement ce qui s'est passé, même si on en sait de plus en plus, et jusqu'à la fin de l'histoire on ne le saura pas. Et je pense que je peux tout de suite vous dire qu'on aura la révélation de ce qui s'est réellement passé en épilogue. Et je trouve ça génial parce que j'aimerais pas que ça nous le dise pas, mais le savoir tout à la fin, il y a toujours plus de questions qui se posent, plus on a des éléments nouveaux qui arrivent. Vraiment c'était super bien fait. Sur le point de vue suspense, etc. Je suis assez impressionnée par la mise en scène du truc. Donc histoire, je vous dis, c'est comme le titre l'indique, c'est l'histoire d'une famille presque normale, dans le sens où c'est une famille qui veut paraître normale. Bien sûr il y a un crime, mais c'est pas que ça la problématique, c'est que le père, comme je vous disais, il est pasteur, et en fait il a vraiment envie de donner une bonne image, que les gens le voient comme un père qui a réussi, etc. Et ça le blesse, il se sent quasiment attaqué à travers le fait qu'on soupçonne qu'il ait échoué en tant que père ou quelque chose comme ça. Et encore pire parce qu'il est pasteur et qu'il se dit voilà, si sa fille a commis un crime, ça veut dire que, même par rapport à sa religion et tout, il y a un échec. Alors je sais pas si vous entendez Galan pleurer, mais du coup... Donc déjà voilà, le père se sent attaqué à travers son image, etc. Et après on a le point de vue de la fille qui, elle, justement, se sent rejetée ou inadéquate, etc. parce qu'elle sent que ses parents sont que dans le paraître et que du coup ils sont pas prêts à accepter ce qu'elle est réellement. Ils sont vraiment tout le temps en train de vouloir que tout se conforme à la vision de ce qui est supposé être une famille normale, et elle se sent pas du tout en accord avec ça. Elle a envie de pouvoir faire ce qu'elle veut, exprimer qui elle est vraiment, etc. Et le fait de se sentir rejetée à travers ça, c'est quelque chose qui la fait énormément souffrir, et du coup elle est beaucoup dans la provoque, beaucoup dans le je fais exactement le contraire de ce que mes parents veulent, etc. parce que en fait elle a envie de vérifier s'ils l'aimeront toujours, sachant leur obsession pour la normalité, et sinon d'être fixée en fait, je pense, sur est-ce qu'ils l'accepteront ou est-ce qu'ils l'accepteront pas. Il y a quelque chose d'un peu autodestructeur là-dedans, parce que si elle le fait, c'est justement parce qu'elle sent que les parents ont du mal à l'accepter. En même temps, les parents, bien sûr qu'ils aiment leur fille et qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout pour elle, donc ils essayent de l'accepter, mais ça leur fait du mal. Du coup voilà, cette espèce de test des limites fait souffrir tout le monde, mais en même temps, moi qui aime pas du tout les gens aussi qui veulent absolument paraître normal, etc., je comprends un peu son problème. En dernier, on est donc du point de vue de la mère, et c'est pareil, elle commence avec des remarques du style « mais comment il a pu arriver ça à notre famille quand je pense qu'il y a encore une semaine, on était une famille comme les autres, etc. » Voilà, moi au début je pars avec pas mal de
préjugés entre guillemets négatifs contre ce genre de personnages qui ont l'obsession de la normalité, quitte à faire du mal à leurs proches, à pas les écouter, etc. juste parce que si ça sort des clous, c'est pas acceptable selon eux. La fille s'appelle Stella, la mère s'appelle Ulrika et le père s'appelle Adam. Je vais le dire parce que comme ça va m'éviter de dire la mère, de la fille, du père, du fils et du Saint-Esprit tout le temps. La mère en fait nous raconte que depuis qu'elle était enfant, elle avait une obsession d'être la meilleure, etc. et qu'elle-même elle s'est énormément épuisée à ça et que c'est que une fois qu'elle était adulte, entre guillemets, qu'elle a commencé à concevoir qu'il puisse y avoir des rapports humains qui soient pas constamment des rapports de force où on veuille en permanence gagner. Et elle dit qu'elle en grande partie compris grâce à son mari parce que c'est la seule personne avec qui elle parlait et qui se fichait de perdre dans les rapports de force. Et que lui il disait toujours qu'avoir des conversations c'était enrichissant, peu importe si on avait le dessus ou pas dans la conversation. Et donc elle comprenait pas du tout ça, mais en même temps ça la fascinait et c'est en partie ce qui l'a séduit chez lui. Et du coup on a quand même assez d'empathie aussi pour leur couple parce qu'on comprend bien pourquoi ils se sont trouvés et comment ils s'apportent du réconfort entre eux, etc. Et comment Stella en quelque sorte fout la merde entre eux sans spécialement le vouloir ou pas de manière directe, hein, mais elle joue sur leurs faiblesses à l'un et à l'autre et elle casse l'équilibre qu'ils avaient trouvé entre eux, quoi. Donc du coup on arrive à comprendre tout le monde et vous savez que j'adore les histoires où on peut comprendre tout le monde, donc encore une fois c'était super bien fait. Le concept justement c'est de montrer comment un procès peut complètement casser, détruire une famille jusqu'ici relativement normale, parce que somme toute, les ados qui se posent des questions, qui veulent vraiment être dans la provoque, qui sont en train de se rebeller, etc., c'est quelque chose d'assez banal, y compris les ados qui ont fumé du cannabis et qui ont eu des aventures en étant encore mineurs. Donc rien de tout ça n'était si grave, mais une fois que le procès est lancé et qu'on cherche les éléments qui vont condamner ou innocenter, etc., et tout ça prend une valeur énorme. En plus, on va nous mettre le zoom dessus, parce que les gens vont questionner les autres en disant alors il y a rien qui vous faisait penser que, et ils vont demander des détails sur tout, ils vont tout décortiquer, et toujours dans la volonté de juger, de dire est-ce qu'elle est coupable ou est-ce qu'elle est pas coupable, donc quelque chose vraiment noir ou blanc, bien essentialisant. Donc c'est assez logique de se sentir complètement attaqué à travers ça et que ça détruise la famille parce que ça oblige chacun à révéler ses secrets, à balancer un peu les autres, etc. Ça met tout le monde dans une accusation. Ça montre bien comment les procès peuvent détruire les familles et justement que toutes les familles, je pense, ont des cadavres dans les placards, sans vouloir faire de jeu de mots avec le fait qu'il y a un meurtre. Je pense que des petits cadavres dans de petits placards, pas du tout à ce point-là, mais des petites choses qu'on se cache les uns aux autres et qu'on a fait en se disant on passe, c'est pas très grave, des petits mensonges aussi qu'on fait pour se défendre les uns les autres et qui peuvent prendre des grosses proportions justement dans les histoires plus graves comme ça, s'il y a un meurtre, etc. Les parents qui veulent mentir pour défendre leurs enfants, ce genre de trucs, ça peut être grave devant la justice, donc toutes ces choses qui partent de presque rien et qui deviennent énormes, et c'est ça le concept. Et de nous montrer aussi l'histoire à travers 3 points de vue différents, des points de vue justement de mère, père, enfant, qui ont à la fois leur personnalité précise et détaillée, et en même temps, je pense que tout le monde peut un peu s'identifier. Il y a 2 parties d'eux, il y a la personne, je veux dire le fait que le mec soit pasteur, bon voilà, tout le monde n'est pas pasteur, le fait qu'il soit assez impulsif aussi, le père, je reviendrai en parlant des persos, mais voilà. Ils ont chacun leur petite personnalité, mais en même temps, je pense que tous les pères ou toutes les mères ou quoi peuvent un peu s'identifier et trouver ça intéressant, et tous les enfants aussi évidemment, pour les relations avec les parents qui deviennent plus distantes à l'adolescence, mais en même temps on s'aime toujours, etc. À la fin j'y reviendrai. Donc oui, les personnages, je disais, moi c'est vraiment le type de livre que j'adore, où les personnages sont profonds, on a énormément leurs sentiments, leurs émotions, contrairement au 7 morts d'Evelyn Hardcastle, on a énormément de récapitulatifs de là où on en est, parce que justement pas de récapitulatif bête et méchant, en mode je vous rappelle qu'il s'est passé ci, je vous rappelle qu'il s'est passé ça, mais les persos qui ruminent en pensant à des événements qui se sont passés il y a peu, et qui se disent mais comment elle a pu faire ça, pourquoi il y a telle ou telle personne, et puis comment ça se fait qu'il y a tel autre suspect, pourquoi personne n'en parle, etc. J'ai jamais eu de mal à suivre, c'était extrêmement fluide, il y avait beaucoup de suspense, et puis comme je vous dis, les persos, je dirais pas qu'ils sont vraiment marquants, peut-être que Stella l'est quand même un peu. Les parents, ils sont un peu marquants en tant que couple, parce que comme je vous disais, on comprend bien ce qui les a unis, et il y a un côté mignon. Après,
Les deux, ils ont des côtés, moi, qui me dérangent un peu, mais ils sont quand même intéressants. Des choses qui m'ont à la fois étonnée et intéressée. Je pense que vous m'avez déjà entendu dire, oui, les chrétiens, voilà, ils sont prêts à tous les compromis, et rigoler un peu là-dessus, parce que j'ai du mal, entre guillemets, avec les gens qui vous disent « Oui, j'ai des convictions », et en fait, après, quand vous leur dites un peu tout et n'importe quoi, ils sont toujours d'accord. Moi, j'ai du mal avec les gens qui sont toujours prêts à être d'accord avec tout, mais je dis ça, pas pour dire que j'ai raison, justement, pour vous dire quelles sont mes tendances entre guillemets naturelles, et j'aime bien quand des choses me les remettent un peu en question ou me font réfléchir là-dessus. Justement, le pasteur, il dit que quand il était jeune, il était athée et qu'il est devenu croyant suite à une expérience précise où il a senti la présence de Dieu. C'est une expérience où il y a une petite fille, je crois, qui allait se noyer. Il a sauté dans l'eau et il dit qu'en temps normal, il aurait jamais eu la force de faire ça ou le courage de faire ça ou quoi, mais qu'à ce moment-là, il s'est senti justement comme possédé et que voilà, il a vu la fille sous l'eau dans une lumière, comme si quelque chose lui indiquait où elle était. Il l'a remontée de manière très rapide avec beaucoup de force, etc. et qu'il a jamais vu ça à un autre moment dans sa vie. Mais pour lui, c'est un miracle et pour lui, à ce moment-là, c'est Dieu qui est intervenu à travers lui. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il est devenu croyant. Et en fait, il considère que les athées sont dogmatiques parce qu'ils veulent pas se remettre en question ou parler avec les autres qui sont pas d'accord avec eux, etc. Et lui, il voit justement le fait d'être chrétien comme le fait, non pas d'être sûr que Dieu existe, etc., parce que pour lui, ce serait pas ça, le fait de croire, d'avoir la foi, etc. Pour lui, la foi, ça implique le doute. Et en fait, lui, il est devenu chrétien parce qu'il s'est dit que finalement, maintenant, l'existence de Dieu, justement, il y croyait, mais pas que c'était sûr, justement, que c'était quelque chose qui était devenu possible. Et à partir de là, il a décidé d'être dans l'humilité et de se dire que tout était possible et que l'humain n'était pas digne, entre guillemets, d'avoir des certitudes, enfin, n'avait pas la possibilité vraiment d'en avoir, et que justement, le fait de comprendre que Dieu existait, etc., ça voulait dire admettre qu'on ne savait pas. Et donc maintenant, il est vraiment dans le côté, on s'écoute, on se comprend, c'est pas grave si on n'est pas d'accord, etc. Et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est peut-être ça que ressentent tous ces gens qui sont prêts à tous les compromis et qui, moi, souvent me font rigoler parce que je me dis, les gars, vous êtes des carpettes. Mais ça peut aller un peu au-delà de ça, il peut y avoir des raisons, des convictions. J'avais compris et j'avais été intéressée par les sceptiques dans l'Antiquité qui disaient vraiment qu'il fallait douter de tout et qui cherchaient l'ataraxie à travers ça, etc. C'est quelque chose qui me parlait. Du coup, si le mec est dans un espèce de scepticisme et que pour lui Dieu pousse au scepticisme, j'arrive presque à comprendre. Encore une fois, je pense que ce qui m'agace avec les chrétiens et ce qui fait que j'ai envie de les critiquer là-dessus, même si c'est amicalement, c'est plus du charriage que... Enfin, c'est pas vraiment de la colère ou quoi que ce soit, hein. C'est que... ils vont vous dire qu'ils ont des convictions et en fait, à chaque fois que vous allez leur citer un truc en leur disant ça c'est un peu con, etc., ils vont vous dire non mais ça je le pense pas, non mais ça je le pense pas. Et souvent à la fin vous avez l'impression qu'il reste plus rien et vous vous dites non mais en fait tu dis que t'es chrétien mais t'es déiste, c'est tout quoi. Pourquoi le christianisme c'est presque arbitraire, le gars il a juste senti la présence de Dieu, ça aurait pu être le Dieu de n'importe quelle religion. En tout cas j'ai trouvé ça intéressant et du coup ça c'est, je vous le cite comme exemple de choses qui m'a fait réfléchir et que j'ai trouvé intéressantes, mais il y en a beaucoup. La femme donc Ulrika, elle c'est qu'elle était complètement dans la méritocratie, le fait de travailler tout le temps pour être la meilleure et la compétition, etc. Et le fait qu'elle a été remise en question là-dessus en rencontrant son mari, ça l'a aidée à être entre guillemets plus heureuse, enfin ça l'a remise en question sur certaines choses, mais d'un autre côté, elle sait qu'elle est toujours comme ça, et elle-même des fois elle se demande si elle est normale ou pas normale, si elle a vraiment des émotions, si elle aime vraiment les gens, enfin elle se pose des questions sur elle-même parce qu'elle comprend pas trop pourquoi il y a des gens justement qui sont capables de s'en ficher, de gagner ou de perdre et ce genre de choses, et pourquoi elle est vraiment prioritairement là-dessus et qu'elle a du mal à comprendre qu'on puisse être autrement, etc. Donc je trouve que tout ça c'est très intéressant et comme je vous disais Stella, sa problématique c'est de pas trouver sa place dans la vie. Alors, c'est un peu des trucs typiques d'ado, mais c'est vraiment bien raconté. Elle a vraiment tendance à être à se dévaloriser et à être blasée à chaque fois qu'elle voit des gens justement qui ont trouvé leur vie et de se dire que c'est facile de leur point de vue de lui parler, de la juger, de lui donner des conseils, mais elle, là où elle en est, justement, elle sait pas du tout où elle va, et il y a la pression de la société, ses parents et tout, qui veulent absolument lui dire choisis, vite, etc. Ça, c'est vrai que c'est hyper angoissant, je pense qu'on l'a tous vécu, plus ou moins certains que d'autres, en tout cas, moi, je me reconnaissais assez bien là-dedans. Et aussi, la problématique de Stella, c'est qu'elle supporte pas qu'on lui donne des ordres, elle supporte pas des choses cadrées, enfin les règles, etc. Et bon, moi, ça c'est moins mon truc, mais je le comprends dans une certaine mesure, même si je suis pas du tout à ce point-là. Moi, j'aime pas qu'on me donne des ordres, mais ça me dérange pas qu'il y ait des règles du moment que c'est moi-même qui me contraint à les respecter. C'est vrai qu'on me donne des ordres, je supporte pas non plus, du coup, je la comprenais quand même à 50% sur ce truc-là. Mais donc, elle supportait pas ça, et du coup, elle a arrêté le hand, parce qu'apparemment, elle était très douée en hand,
parce que elle supportait pas que ce qu'elle faisait c'était une stratégie déterminée par les entraîneurs et qu'elle avait pas le droit de prendre des initiatives et que si elle en prenait on l'engueulait pour ça, même si ces initiatives étaient payantes. Elle, être un pion, ça lui correspond pas. Et grosso modo, elle fait un peu tout le temps ça dans sa vie, dès qu'elle a l'impression d'être dirigée dans une direction ou... Bon, désolé pour ce pléonasme. Hein. Moi, d'être poussée dans une direction ou d'être dirigée, même dans une activité qu'elle aimerait à l'origine, et ben elle la quitte. Son seul rêve qui lui restait avant que cette histoire de meurtre lui tombe dessus, c'était qu'elle voulait partir en voyage en Asie, histoire aussi de prendre de la distance, je pense, avec sa famille et de faire sa découverte du monde par elle-même. Je pense que, encore une fois, c'est quelqu'un qu'on peut vraiment comprendre et auquel on peut vraiment s'identifier. Ça se limite pas du tout à des clichés d'ado, même si on reconnaît vraiment le côté ado. Et l'écriture est vraiment différente sur les 3 persos. Vraiment, en prenant un paragraphe de chaque, vous pouvez deviner qui c'est, indépendamment de ce qui se passe dedans, juste avec la manière d'écrire. L'ado utilise vraiment des mots d'ado, des phrases d'ado, etc. Il y a un style vraiment très sec, avec des phrases courtes, etc. Elle est beaucoup dans la moquerie, le charriage, l'ironie, etc. Alors que le pasteur, il est soit dans la compréhension, soit dans le choc et la colère, mais il est vraiment plus dans les émotions. La femme Ulrika, elle est vraiment dans l'analyse, donc la description assez clinique, j'ai envie de dire, des choses. Ils ont vraiment chacun leur style et tout, et ça c'est vraiment super cool. L'apparence, est-ce qu'on nous en parle ? On nous parle beaucoup de l'apparence de ce fameux Christopher Olsen, donc le mec qui a été tué, qui apparemment est super mignon, qui avait des yeux bleus comme des diamants, etc. Enfin, on nous en a pas mal parlé, sinon Stella, j'ai pas trop d'image d'elle. On nous a parlé du pasteur parce qu'il a son col romain, etc. Et quand il le porte pas, les gens sont perturbés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le voir comme ça et tout. Ouais, on nous a quand même pas mal décrit les apparences, mais il y en a beaucoup qui m'ont pas trop marqué. Stella, on nous en parle pour nous dire que quand on la voit genre au procès, elle a maigri, etc. Elle a l'air hantée. Et ses parents sont un peu choqués parce qu'ils disent c'est notre enfant, mais on dirait qu'elle a pris des années en quelques semaines, etc. Donc oui, on nous en parle, mais je saurais pas vous redécrire l'apparence de Stella, malheureusement, entre guillemets. Mais la personnalité, c'est hyper bien fait, et j'adore les livres où la personnalité est importante. Et l'évolution, il y en a, parce que, comme je vous disais, le pasteur, on part de comment ça peut nous arriver à nous, ma fille doit être innocente, de toute façon je vais défendre ma famille à tout prix. On dit que celui qui aime Dieu, c'est celui qui aime sa famille, ou l'inverse, je sais plus, ou que celui qui aime sa famille aime Dieu, mais voilà, il part sur un truc là-dessus où il se dit que, après tout, c'est aussi sa manière d'être croyant, de défendre à tout prix sa famille. À quoi ça sert la vie si on n'est même pas capable de défendre sa propre famille, etc. Donc au départ, il est un peu victimisé, et après il va être complètement sur la défensive, quitte à être un peu agressif envers des gens et à rendre son cas encore plus désespéré, parce que c'est clairement pas en agressant des gens qu'il va innocenter sa fille. Stella, je vous disais, au départ, elle est dans y a rien qui m'intéresse, tout ça. Et puis au fil du temps, on comprend que finalement, elle est intelligente, elle lit des livres en prison parce qu'elle a un prof de français sympa, puisqu'elle a quand même le droit d'avoir un prof de français parce qu'elle était censée passer le bac, si je me souviens bien, et qu'en gros, elle avait loupé le français. Elle était autorisée à ça, mais apparemment il fallait obligatoirement avoir loupé la matière, et donc elle avait que le français. Le suédois, hein, mais je dis le français pour dire c'est la langue d'origine, quoi. Et donc son prof de suédois, il lui a ramené des livres, elle les a lus, elle a été passionnée par ce qu'elle a lu, et donc on se rend compte qu'elle peut quand même être intelligente et s'intéresser à plein de choses, mais que c'est un peu un style qu'elle se donne, ce côté jeune, paumé, qui sait pas du tout ce qu'elle veut faire, et qui dit à chaque fois qu'on lui parle d'un truc, ouais, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre, etc. Moi je suis passée par là, je pense que beaucoup d'ados sont passés par là, où on a envie vraiment de rejeter le superflu, et l'adolescence telle qu'on la connaît, ça dépend complètement de nos sociétés occidentales. Si les ados sont complètement en rébellion, etc., c'est justement parce que soudainement on nous met la pression de dire il faut passer le bac et il faut décider ce que vous allez devenir dans la vie. Voilà, on met une grosse pression sur les gens d'un instant sur l'autre, alors que jusqu'à ce qu'ils aient genre 10 ans, quand ils étaient en primaire et tout, on était en mode les enfants innocents, il faut les laisser tranquilles, etc., quitte à leur mentir sur des trucs complètement cons comme le Père Noël et compagnie pour qu'ils aient leur innocence. Et du jour au lendemain, quand t'arrives au collège-lycée, on te dit il faut travailler, il faut décider ce que tu vas faire, il faut être sérieux, et on te met une pression de dingue. Ce passage ultra violent, alors vous allez me dire oui, ça se fait sur 7 ou 8 ans, ça arrive quand même d'un coup,
d'un coup, pas totalement. Je pense qu'en 6ème, on est plus gentil avec les gens et c'est à partir de la 4ème, 3ème qu'on commence à leur mettre la pression. Ça fait un gros changement en fait. On a des enfants complètement choyés, etc., à qui on demande rien et limite, je vous dis, on leur ment, etc., pour les maintenir dans une espèce d'innocence, ignorance artificielle bizarre. Et soudainement, on va leur demander de devenir adultes en les matraquant à coups de ça va être très dur, mais il faut travailler et la vie c'est comme ça. Et soudainement, on va leur dire vous êtes nés pour être des esclaves, allez-y, bossez, sinon vous méritez pas d'exister. Ben, c'est normal en fait qu'ils se révoltent. Et c'est même bizarre que beaucoup après sont écrasés. Et... Enfin, c'est bizarre et surtout très triste, mais on constate la même chose avec les animaux d'élevage et compagnie. Ils se révoltent un peu au début, puis après ils sont épuisés, ils arrêtent. Donc c'est complètement ça qui se passe à l'adolescence et c'est complètement le contexte de la société qui fait ça. Et il y a des sociétés où ça n'arrive pas. Je serais pas capable de vous reciter lesquelles, mais je sais qu'on avait vu ça quand j'étais à la fac en anthropologie. Il y a des sociétés où les choses fonctionnent différemment et où les ados n'ont pas du tout ce type de comportement, quoi. Bon, il y a sûrement des gens qui n'ont pas fait du tout de crise d'adolescence et compagnie, mais je pense que la majorité comprennent, et donc c'est toujours intéressant, et en même temps la fille est aussi attachante en elle-même parce qu'elle se pose des questions, elle se demande si elle est psychopathe parce que elle a justement tendance à réagir de manière impulsive et qu'elle supporte pas justement qu'on lui donne des ordres, etc. Et parce qu'elle se rend compte qu'elle ment bien. Bah non, mais Galen qui fait entrer... Mais arrête Galen de taper sur mon clavier. Ah bah t'as mis un plus en plus sur l'évolution. Bah oui, c'est vrai que... T'as raison Galen, il y a sûrement un plus dans l'évolution dans ce livre. Mais évite s'il te plaît d'écrire ce que t'en penses directement dans mon fichier, parce que c'est un fichier type. Stella, elle se rend compte qu'elle ment facilement, alors qu'on lui a dit que c'était difficile, et au départ elle y croyait pas, et puis finalement elle s'est rendue compte que les autres gens étaient pas doués, alors qu'elle arrive bien à mentir. Sur ça aussi, elle se demande si elle est pas psychopathe ou pervers narcissique ou quelque chose comme ça, parce que elle voit bien qu'elle a plus de facilité que les autres gens à mentir. Donc elle se demande si elle avait toujours été destinée à devenir... justement quelqu'un de mauvais, etc. Et donc on se rend compte que si en prison elle se défend pas et qu'elle veut pas parler à ses parents, etc., c'est en partie parce qu'elle culpabilise, et donc on ne sait pas si elle culpabilise parce qu'elle est coupable ou si elle culpabilise juste parce que elle se fait des montagnes sur des angoisses. Mais ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut comprendre, donc c'est assez intéressant. L'univers des lieux et créatures, c'est notre monde, je vous ai dit c'est en Suède, donc on va nous parler des lois suédoises, du système judiciaire suédois. Je sais pas si c'est pareil en France, je peux pas vous dire de quoi je parle précisément parce que ça serait un spoil, c'est la manière dont Ulrika va essayer de faire en sorte que sa fille soit innocentée, enfin en tout cas qu'elle soit libérée après le procès. Donc est-ce que c'est un truc propre à eux ou est-ce que c'est partout ? Je sais pas. Logique et cohésion, j'ai vraiment pas vu de faute. On peut se poser des questions sur Christopher, c'est vrai que je vous ai pas trop parlé de Christopher. Comme je vous disais, voilà, le gars de 32 ans, de base, Stella, elle avait pas du tout l'intention non plus d'avoir une relation avec un mec de 32 ans, mais le gars lui a fait du ouais, je te comprends, t'es exactement comme moi, etc. Et ça, c'est quelque chose, je pense, quand on est ado, on se fait facilement avoir. Après, on finit par remarquer que les gens qui disent que ça et qui le montrent pas par des phrases plus détaillées et tout, bah en fait, c'est assez vide et c'est un peu un attrape-con, mais ouais, quand on est ado et qu'on a juste envie justement d'être compris, et que personne nous donne l'impression rien que de nous écouter, etc., ben y a pas beaucoup à faire pour ça. Il la séduit de manière facile. Il y a ça, on est exactement pareil, toi et moi, etc., et à côté, que le gars est riche, il va la chercher en limousine, il lui paye des week-ends je ne sais plus où, etc., donc quand tu cumules les deux, tu comprends qu'une ado qui a envie justement de fuir un peu ses parents et d'être dans la transgression, etc., parte avec ce mec-là. Le gars, ils vont lui découvrir des choses un peu louches. Il y a par exemple son ex qui met en garde... Stella, en lui disant mais Chris c'est un psychopathe, il faut pas que tu restes avec lui, moi il m'a complètement détruit, etc. Et on sait pas si c'est la fille qui est une folle ou si c'est Chris qui est méchant. Donc mystère et découverte, il y en a énormément parce que, comme je vous disais, chaque découverte qu'on fait amène son lot de nouvelles questions. Au départ, on se dit une famille parfaite, comment c'est possible que la fille soit arrêtée, ça doit être une erreur. Après, voilà, on découvre que Stella s'est droguée, etc. Donc on se dit, ah bah en fait, on a l'impression un peu que c'est une enfant indigne parce que ses parents sont parfaits, ils ont tout fait pour elle, et elle part et ils arrivent pas à comprendre ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, alors qu'ils font tout pour l'aider, etc. Elle est toujours dans la révolte. Donc on a cette impression-là quand on est du point de vue du père. Après, du point de vue de Stella, on a l'impression qu'elle supporte hyper mal le fait que justement ses parents la comprennent pas du tout et qu'ils soient toujours dans la performance, la normalité, enfin des trucs un peu génériques creux et que ils sont pas à l'écoute de son vrai ressenti. Le fait de voir les points de vue un par un, c'est en soi quelque chose qui maintient un suspense et qui fait qu'il y a des révélations. L'opinion qu'on se fait des persos est complètement dépendant de celui du point de vue de qui on était, et plus on a des alternances de points de vue, plus on a une vision globale de la situation, mais donc notre vision évolue en permanence. Et ça crée un suspense parce qu'on a envie en fait aussi de savoir après qu'est-ce qu'a réellement pensé un tel quand il a fait tel ou tel truc, etc.
L'écriture, comme je vous dis, elle est vraiment bien parce que elle change de style à chaque personnage et c'est très rare de voir ça. Des fois, ça peut être le cas, mais ça peut être artificiel et lourd à lire. Là, j'ai pas trouvé, c'était très fluide, très agréable et en même temps bien fait, donc franchement, qualité aussi là-dessus. Poésie, contemplation, non, il y en a pas du tout. Suspense et action, il n'y a pas beaucoup d'action parce que comme je vous dis, on est dans un procès. Mais du suspense, il y en a énormément parce qu'on veut savoir qui a fait quoi, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et les flashbacks sont extrêmement bien placés, bien distillés. Les cliffhangers aussi sont bien, on a des arrêts à des moments où vraiment on veut la suite. C'est un livre qu'on peut vraiment pas lâcher, donc il n'y a pas vraiment d'action, mais le suspense est complètement là. Les dialogues, ils sont bien. On voit bien la différence, comme je vous disais, entre les enfants et les adultes. On les voit dans l'écriture, on les voit aussi dans les dialogues. Crédibilité, réalisme, moi j'ai absolument rien à redire sur ce plan, je trouvais ça relativement parfait. Originalité, côté marquant, dans les dialogues, non, je pense pas qu'il y en ait. C'est pas à ce point-là. C'était bien, mais c'était pas révolutionnaire. Donc en note globale, j'ai mis 7. J'avais hésité à mettre 8 parce que vous allez me dire, bah oui, t'as dit quasiment que des compliments, t'as adoré ce livre, pourquoi tu mets que 7 ? Parce que j'aurais pas envie de le relire, parce que comme je vous disais, l'intérêt repose quasi exclusivement sur le suspense, sur le fait qu'on se demande quelle est la vérité, qui a fait réellement quoi et pourquoi, etc. Et comme je vous disais, à chaque fois on voit l'histoire qui avance, que ce soit par flashback ou dans le présent, que ce soit pendant le procès, que certaines personnes témoignent, etc., qu'on a des révélations sur des événements, on se demande si c'est vrai ou si c'est pas vrai, et on a des flashbacks qui nous le montrent au fur et à mesure, etc. C'est super bien fait niveau mise en scène pour maintenir le suspense au maximum, mais une fois qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé, moi j'ai pas l'impression que ce soit super utile de le relire. Je pourrais le relire par exemple si je le lisais avec quelqu'un, pour qu'on en parle avec la personne, mais il faudrait vraiment que je le lise avec la personne, vraiment physiquement avec moi, sinon je pense pas que j'aurai le courage. Je pense que je mettrai 8 que aux livres que j'ai quand même envie de relire. Je vous avais dit, pour moi 9 c'est quand même les livres que je peux relire quasi tous les ans. 8 c'est les livres que je me dis je vais les relire quelques fois et au bout d'un moment ça me saoulera, mais lui j'ai même pas envie de le relire du tout. C'est pour ça que je reste sur un 7, mais c'est un très gros 7 parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment adoré. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas lu un livre, bon je crois que c'était avec McCorbin la dernière fois, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même voilà, un livre où j'arrive vraiment pas à arrêter. Toute la journée j'ai envie d'aller lire, limite je me dis tiens quand est-ce que je vais aller manger, parce que c'est pas parce que j'ai faim, c'est parce que j'ai envie de lire en fait. Donc je suis là en train de regarder l'heure et de me dire c'est quand l'heure de manger, merde et tout, et de traîner après manger ou quoi parce que j'arrive pas à le lâcher. Franchement ça fait plaisir de vivre ça, donc je vous le recommande totalement si ce type d'histoire vous intéresse, si ça vous intéresse justement de voir les différents points de vue d'une famille face à un procès, une histoire de meurtre et qu'il y a un suspense sur mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans des circonstances comme ça assez floues, où on commence par voir des témoins, on se demande s'ils mentent, etc. Enfin, si tout ça vous fait envie, allez-y parce que ce livre est vraiment super bien fait. Après, voilà, forcément si vous aimez pas ce type de thématique, vous faites comme vous voulez. Je pense que c'est un livre qu'on lit une fois, et je peux complètement le conseiller, mais moi, j'ai pas spécialement envie de le relire. Voilà, du coup, on va spoiler. Est-ce que Stella a réellement tué Christopher Olson, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, sachant que les quelqu'un d'autre, les suspects potentiels, c'est, comme je vous disais, l'ex, qui a l'air un peu maboule, qui dit il m'a harcelé, il m'a détruit, ça a commencé comme une relation normale, et ensuite c'est un gars qui m'a complètement écrabouillé, qui m'a fait perdre ma confiance en moi, il m'a battu, il m'a violé, il m'a complètement... puis il m'a trompé, etc. Et en plus il a fait croire que c'était moi qui l'avais fait, et, il a complètement détruit ma vie, et cette meuf-là donc suit Stella en lui disant fais attention à lui, c'est un gros psychopathe, mais elle la suit, et donc Stella flippe concrètement parce qu'elle est suivie par une meuf qu'elle connaît pas et qui lui dit ne reste pas avec Chris, et elle a l'impression que c'est du harcèlement, et ça peut se comprendre. Mais d'un autre côté, la meuf lui a dit fouille dans tel tiroir, telle clé, dans le bureau, etc. Et quand Stella le fait, elle trouve, je crois, des menottes, des trucs comme ça, et un couteau. Donc elle se dit oui, le mec, il est peut-être un peu sadomasochiste, c'est pas non plus un crime, etc. Mais ça lui met quand même un peu le doute.
Et après, donc, quand elle revoit la fille, je me rappelle plus comment elle s'appelle, celle-là, donc l'ex de Chris, la fille lui dit ouais, voilà, justement, il m'a violée. À un moment, j'avais accroché un tableau et il a dit que j'avais accroché de travers et après, il m'a violée avec le marteau. Bon, c'est vrai que c'est un peu bourrin. Ce qu'on apprend aussi, je vous avais dit que dans la première partie, avec le pasteur, donc le père, au début, on apprend que Stella a fumé de l'herbe, donc lui, il était choqué, etc. Ensuite, qu'elle allait voir des mecs potentiellement louches, où on sait pas trop si elle couchait avec, etc. Donc ça aussi, ça l'a potentiellement choqué. Et ensuite, donc, elle a demandé à faire un camp chrétien. Donc lui, il était complètement aux anges, parce qu'il s'est dit, ça y est, elle va enfin arriver dans la religion et tout. Même s'il avait entendu parler du fait que dans ce camp, il y avait des ados qui s'amusaient, qui faisaient la fête, et qu'il y avait un moniteur apparemment qui était super canon, et que les filles craquaient sur lui, et que sa colo avait beaucoup plus de succès depuis que ce mec-là était là, bizarrement. Et il s'est dit, bon, c'est pas grave, peut-être quand même qu'elle va redécouvrir la religion, et qu'elle va enfin s'intéresser au christianisme. Et donc, il a accepté qu'elle y aille, et évidemment, elle y allait pour faire la fête et pour draguer ce fameux mec qui s'appelait Robin ou Robin, je sais pas trop comment je dois le prononcer vu que en français le prénom Robin existe, mais là je sais pas en suédois comment on est censé le prononcer. On va dire Robin. Lui, de son point de vue, il voit sa fille donc qui s'amuse, etc. et qui l'engueule en lui disant mais qu'est-ce que t'es venu encore m'espionner, tu fais chier, etc. Donc ensuite elle s'en va, elle fait la gueule. Lui, il traîne dans le coin parce qu'il est quand même un peu méfiant et qu'il a quand même un peu envie de la stalker. Et finalement, en fin de journée, il voit le fameux Robin et sa fille qui se rhabillent dans le bâtiment des monos. Donc il se dit ouais, il a violé ma fille, mais d'un côté il a pas porté plainte. Et au début, moi je me dis, en fait c'est parce qu'il se doute que sa fille était consentante et qu'il l'admet pas réellement, mais que dans sa tête c'est plus facile de se dire qu'elle a été violée. Donc au début, moi c'est ce que je me disais et je pense que c'est ce qu'on est supposé se dire. Et en fait après, quand on est du point de vue de Stella, on apprend que elle, de son point de vue, elle a réellement été violée, mais on connaît pas la scène au début, donc on se dit peut-être qu'elle exagère, peut-être qu'elle ment, ou peut-être que c'est ce qu'elle se dit parce qu'elle assume pas, ou voilà, enfin, on peut se poser la question, et en fait, au bout d'un moment, on va avoir la vraie scène, et la vraie scène, c'est qu'effectivement, elle le draguait depuis plusieurs jours, et qu'elle espérait le faire craquer, etc. Ils ont été en forêt ensemble, et à ce moment-là, elle était prête à coucher avec lui, mais c'est lui qui a dit, j'ai trop de sentiments pour toi, et je veux pas faire ça comme ça, etc. Donc limite, elle était encore plus en train de tomber amoureuse, vu qu'il lui a dit non. Galan, est-ce que c'est possible d'arrêter ce bordel ? Elle le draguait, etc. Lui, il lui a dit non, et enfin, après, il lui dit oui, viens avec moi au bâtiment des monos, j'ai un truc à te montrer. Donc elle y va, elle se dit ah c'est bien, il se rapproche de moi, il s'intéresse vraiment à moi, il va me confier des trucs et tout. Enfin, il l'amène dans sa chambre, entre guillemets, je crois, et il s'en va aux toilettes et lui dit attends-moi ici. Elle comprend qu'il a rien à lui montrer et qu'il a l'intention de coucher avec elle. Elle trouve ça un peu excitant, mais en même temps, elle commence à trouver ça un peu flippant parce qu'il met du temps à revenir. Elle se dit est-ce que c'est vraiment ça que je voulais, etc. Donc elle lui envoie un texto en lui disant on arrête tout, je préfère qu'on en reste là, machin. Mais le gars ressort et il arrive, il lui saute un peu dessus. Et encore une fois, au début, pareil, elle hésite, elle se dit est-ce que je trouve ça excitant, est-ce que je trouve pas ça ouf, je sais pas trop, etc. Donc elle se laisse un peu faire, mais après elle commence à lui dire non, arrête, etc. quand il commence à l'embrasser un peu de force et tout. Et le gars ne s'arrête pas, et il la plaque sur le lit et il commence à la baiser et tout. Elle commence à se débattre, à lui dire non, laisse-moi, etc. Et lui, voilà, il la serre, il la tient, et elle se sent un peu étouffée, etc. Et donc elle a vraiment, vraiment eu peur. À ce moment, elle était vraiment pas du tout consentante. Et donc, en fait, il y a son père qui les a vus par la fenêtre. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Donc elle se dit que d'un côté, il l'a sauvée parce que elle était en train de vivre un truc horrible et comment ça s'est arrêté. Mais ensuite, voilà, son père lui a dit non. Ça c'est pareil, hein, du point de vue de ton père, on savait pas, comme je vous disais, pourquoi il avait pas porté plainte. Et en fait, de son point de vue à elle, on sait qu'après c'est son père qui a dit bah non, on porte pas plainte. Parce que je crois qu'au début il voulait le faire, et que c'est sa mère qui a dit non, mais moi, vu que je suis avocate, je sais comment ça se passe, les procès, on va te poser des questions en te demandant est-ce que tu l'as aguiché, est-ce que t'es pas un petit peu responsable, comment t'étais habillée, qu'est-ce que t'as fait physiquement, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Enfin, en gros, on va disséquer toute sa vie dans le détail, lui poser plein de questions, et ça va être super humiliant, et on va essayer de te rejeter la faute dessus, et ça va entacher notre famille définitivement, parce que voilà, ce sera pour toujours écrit dans ta vie que t'es une fille, que le truc soit reconnu ou qu'il le soit pas, ce sera toujours une étiquette qui sera collée à toi, que t'es la fille qui a dit qu'elle a été violée quand elle était ado, etc. Et ça va potentiellement te détruire toute ta vie future, etc. Donc ils ont conclu qu'ils allaient pas le faire, qu'ils allaient garder ça pour eux. Et évidemment, Stella s'est sentie complètement abandonnée à ce moment-là, à la fois par ses parents, mais aussi par la société de manière générale, vu que ses parents lui ont dit c'est la société qui est comme ça, ils lui ont pas dit c'est nous qu'on n'avons rien à foutre, mais et à partir de là, du coup, elle a fait des cauchemars récurrents sur le fait de se faire agresser, etc. Et ça a contribué à la briser encore plus, et à ce que ce soit encore plus une ado torturée, quoi. Et ensuite, donc, sa rencontre avec Chris, donc Chris qui est arrivé en mode un mec de 30 ans, donc elle en a rien à foutre parce qu'elle dit c'est un vieux, etc.
Mais après, comme ils se sont revus, il l'a raccompagnée chez elle, il a fait ça au gentleman qui s'occupe d'elle, qui est attentionné, qui fait genre on se comprend, toi et moi on est pareil et tout ça. Et après, comme je vous disais, il a été la chercher en limousine, il lui a payé des week-ends, des machins. Elle veut l'embrasser à un moment où il lui dit moi j'ai beaucoup souffert dans ma vie et mon ex elle m'a pourri et machin. Enfin, il pleurniche et donc elle veut l'embrasser pour le réconforter. Il veut pas. Encore une fois, prenez-en de la graine les mecs. Si vous voulez séduire les filles, n'acceptez pas tout de suite d'embrasser ou de baiser ou tout ça. Ça marche assez bien, évidemment ça marche assez bien si les filles sont déjà intéressées, parce que si vous arrivez à parler à des filles qui en ont rien à foutre de vous en leur disant non mais ça m'intéresse vraiment pas que tu m'embrasses et tout, ça va rien changer. Donc au début il veut pas et après il lui dit ouais je sais pas ce qui m'a pris mais tu sais je suis torturée, j'ai des problèmes dans ma tête, mon ex elle m'a pourri, elle m'a blessée, j'ai plus confiance dans les filles, etc. Donc tout ça la touche et ils finissent par coucher ensemble, etc. Elle est à fond sur lui et en fait lui il lui fait sécher le boulot parce qu'il lui dit vas-y reste avec moi, on va se payer un week-end machin, enfin il est vraiment en mode on vit au jour le jour et elle c'est totalement ce qu'elle veut dans son mode ado révolté. Donc elle se laisse complètement emmener et elle commence à mettre des vents à sa meilleure amie. Je vous en ai pas parlé mais depuis le début il y a sa meilleure amie Amina. Ses parents sont amis aussi avec les parents d'Amina. On avait vu le pasteur du coup aller chez les parents d'Amina, vouloir parler à Amina, se dire mais c'est sûr elle cache quelque chose, mais on savait pas ce qu'elle cachait. Dans la soirée où il y a eu le meurtre, Amina et Stella étaient supposées être ensemble. Le lendemain, Amina dit non, mais finalement on n'était pas ensemble parce que moi j'étais malade et donc finalement je suis pas allée à la soirée, etc. Enfin, elle dit qu'elle est malade et du coup elle veut pas parler, etc. Mais voilà, ça a l'air de cacher quelque chose, donc le pasteur la soupçonne. Ensuite, quand on est du point de vue de Stella, on voit des flashbacks de son amitié avec Amina où elles sont proches depuis qu'elles sont petites, elles ont fait du hand toutes les deux. Voilà, elles ont toujours tout partagé, etc. Maintenant, on sait qu'à un moment, Amina a balancé Stella quand elle est allée justement fumer du shit avec des mecs chelous. Elle l'a balancé à ses parents, parce qu'en gros, Amina était plus proche des parents de Stella que Stella, en fait. Et donc, quand Amina est venue en pleurant dire à Stella « Oui, je suis désolée, je t'ai balancé, j'ai pas fait exprès », sur le moment, Stella l'a frappée. Donc après, elle lui a dit « Je suis désolée, etc. » Mais elle-même, elle se rend compte que ça a cassé quelque chose entre elles. Et c'est en partie sur ça qu'elle se base pour se demander si elle est pas complètement psychopathe. Parce qu'elle se dit « C'est pas normal de frapper sa meilleure amie, moi je suis trop impulsive, etc. » Mais son père a l'air d'avoir le même genre de personnalité, parce que, comme je vous disais, il a agressé pas mal de monde pour essayer d'obtenir des indices et de savoir qui pouvait y avoir comme suspect alternatif à sa fille, etc. Les parents font genre, ils sont choqués, mais en fait, on voit très bien de qui ça vient, cette attitude. Et par rapport à Chris, donc c'est Amina qui avait ramené Chris à l'origine, enfin c'est elle qui était avec lui au bar, et Stella au départ elle les a vannés en mode bah, qu'est-ce que tu fais avec un vieux et tout, et en fait c'est elle qui repart avec Chris, ensuite elle sort avec lui, et ensuite Amina l'appelle et lui dit bah alors t'es toujours avec Chris, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais elles ont l'air de marcher un peu sur des œufs quand elles se parlent, parce que Stella se rend compte quand même qu'au départ c'était Amina qui était en kiff sur Chris, et elle lui dit non mais c'est pas trop sérieux, tu sais, voilà je couche avec mais c'est juste un mec pour l'été, et je le quitterai à la fin de l'été, j'en ai rien à foutre de lui, il y a pas de sentiments et tout, c'est juste comme ça pour le plaisir, parce que on passe des bons moments et tout, et donc Amina lui fait ok, mais on apprend que en fait Amina revoit Chris et on sait pas trop ce qu'ils foutent ensemble. À un moment, elle dit à Stella que c'est pour lui préparer une surprise, mais Stella n'y croit pas vraiment, elle se dit bah elle me ment, mais pourquoi? C'est ma meilleure amie, elle a jamais fait ça avant, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, dans la fameuse soirée, cette soirée a eu lieu à la fin d'une semaine où Stella avait décidé de prendre ses distances avec Chris et potentiellement de le quitter. Elle avait dit à Amina ouais je vais le quitter mais toi aussi ne le vois plus parce que voilà on sait pas s'il est chelou, on prend nos distances avec, mais on sait que Amina l'a revu. Ce fameux soir, je crois que c'est Stella qui voulait voir Amina parce qu'en fait elle avait passé un mauvais moment parce qu'elle avait fait son anniversaire avec ses parents. Elle avait dit à ses parents qu'elle voulait de l'argent pour son voyage en Asie et malgré ça ils lui ont acheté une voiture alors qu'elle leur avait dit plusieurs fois que c'est pas ça qu'elle voulait. Quand elle a vu la voiture elle était pas emballée. Ses parents se sont dit bah dis donc qu'elle est ingrate et ça a foutu une sale ambiance. Elle dit bon je vais aller passer une soirée avec Amina, voilà c'est ça, elle dit je vais faire ça pour elle avoir une excuse pour quitter ses parents. Elle dit ça en mode c'était prévu. Mais en fait elle part, il y avait rien d'organisé, elle essaye de contacter Amina. Amina lui dit non je suis malade, je suis pas dispo. Après donc Stella va dans des bars et compagnie, elle remarque qu'elle est suivie par l'ex de Chris. Et elle se dit non mais j'en peux plus de cette meuf psychopathe qui me suit en permanence. Elle a peur de cette meuf qui la suit partout. Donc elle voudrait contacter Amina pour passer du temps avec elle. Amina ne répond pas, donc elle essaye Chris parce qu'elle en est rendue au point où elle est prête même à revoir Chris parce qu'elle se sent trop seule et elle se dit bah lui au moins il la connaît son ex et il pourra peut-être me défendre, etc. Donc elle essaye Chris, ça répond pas non plus. Et au bout d'un moment, à force qu'elle harcèle Amina, elle reçoit un message qui dit tvb.je dors, un truc comme ça. Et elle se dit mais Amina elle a jamais écrit ce genre de langage SMS bizarre avec des tvb, elle met jamais de points dans ses messages et tout. Ça ressemble pas du tout à ce qu'elle ferait elle.
Donc est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose et c'est quelqu'un d'autre qui écrit à partir de son portable? Comme Chris ne répond pas non plus, elle se dit est-ce que c'est Chris? Est-ce que finalement l'ex avait raison et que Chris a fait quelque chose à Amina? Enfin, pourquoi elle me répond pas elle-même, etc. Et pourquoi il me répond pas? Pourquoi les deux m'ont caché des choses, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Et donc elle va essayer d'aller chez Chris, elle va frapper, personne ne répond. En tout cas, elle sait ce qu'elle dit, quand on est de son point de vue. Et de son point de vue, ça va s'arrêter là. Quand elle est en train de les chercher et de se dire il y a quelque chose qui va pas, on passe du point de vue donc de la mère et du procès. Et pendant le procès, il y a Amina qui va témoigner. Donc l'avocat de la famille de Chris, quoi, dit Amina, en gros, ce qu'il veut faire dire, lui, c'est que son mobile, c'est que, en fait, elle a tué Chris parce qu'elle était jalouse du fait qu'il l'a trompée avec Amina. De la version que lui, il a, enfin, qu'il essaye de convaincre la cour de cette version-là, c'est que Stella a surpris Amina et Chris en train de coucher ensemble, alors que elle se considérait toujours avec lui, quoi. Donc elle dit que déjà, elle avait effectivement dit qu'elle allait probablement quitter Chris et que de toute façon elle était pas jalouse vis-à-vis de ce qui se passait avec lui vu que elle couchait avec, mais que pour elle c'était pas vraiment son mec, même si peut-être que elle avait quand même un peu plus de sentiments que ce qu'elle admettait. En tout cas voilà, c'est ce qu'elle a dit, donc elle en aurait pas voulu. Et elle a dit de toute façon c'est sûr qu'Amina elle couchait pas avec Chris. Les gens demandent pourquoi, etc. Elle a dit parce que Amina elle était vierge. Et parce qu'en fait Amina elle est musulmane et du coup probablement elle avait décidé de pas coucher avant le mariage, ou en tout cas elle avait décidé de pas coucher avec n'importe qui, et même si les deux étaient amis et qu'elles étaient ensemble et qu'elles faisaient des soirées, qu'elles allaient dans des boîtes ensemble, etc. Moi, Amina elle couchait pas avec des mecs. Donc c'est pour ça aussi que Stella ne s'est pas spécialement méfiée, même si elle était un peu perturbée quand elle a remarqué que les deux se voyaient sans elle. Elle pensait pas du tout qu'il y avait une ambiguïté sur le plan sexuel, donc ce truc-là ne tient pas debout. L'idée de la mère de Stella, ça va être de faire témoigner Amina qui va expliquer que non, de base, elle avait absolument pas l'intention de coucher avec Chris, mais que oui, il y a eu des trucs, parce qu'en fait, au départ, donc oui, elle était un peu en kiff sur lui, ensuite c'est Stella qui est partie avec, elle l'en avait un peu gros sur la patate, mais elle s'est dit, c'est pas grave, c'est comme ça, fauteuil, et ensuite, Chris est revenu vers elle en lui disant oui, Stella, elle est bien sympa, mais elle m'écoute pas vraiment, elle s'impose trop. En gros, il a critiqué Stella et il a dit de toute façon, c'est toi que j'avais vu la première et c'est toi qui m'attirait le plus dès le départ, etc. Donc il a essayé de faire une petite embrouille comme ça en disant moi j'ai toujours été plus intéressée par toi. Il lui a proposé le même concept du je viens de chercher en limousine, on passe une soirée, machin. Sauf que Amina a dit non, parce que Amina elle est beaucoup moins dans les trucs bling bling et le côté j'en ai rien à foutre de l'avenir, on prend du plaisir maintenant et puis sans réfléchir, etc. Donc elle a dit non. Je pense que Chris c'est un mec qui a un peu le profil type du pervers narcissique, etc. Donc le gars a dû se dire il y a encore plus de défis. Puis je pense qu'il a l'air de triper. Encore une fois, là c'est où j'ai le plus de questions parce qu'on n'a jamais le point de vue de Chris. De ce que nous dit son ex du coup qui a l'air d'avoir des gros problèmes psychologiques, c'est que en gros justement il a pris le temps de la séduire, etc. Ensuite il l'a coupée de ses proches. Il a attendu donc de bien la séduire. Ensuite il l'a coupée de ses proches. Elle aime pas ça, le fait de couper les gens de ses proches qu'elle aime. Et ensuite, quand il l'a bien coupée de tous ses amis, sa famille, etc., et qu'elle était brouillée avec tout le monde, il a commencé à être violent envers elle, à lui demander des trucs sexuels ou quoi dont elle avait pas envie, et à la forcer en lui mettant la pression en mode si tu fais pas ça, c'est que tu m'aimes pas assez, ou des trucs comme ça. Et du coup, il l'a complètement détruit avec ce genre de trucs. Et ensuite, il l'a trompée avec sa meilleure amie. Et là, il est clairement en train de reproduire le même schéma, même si avec Stella, avec Stella, il y a une scène où Stella l'invite chez elle pendant que ses parents sont partis en vacances en amoureux. Et Chris lui dit alors c'est là la chambre de papa et maman et tout, tiens, vas-y, j'ai vachement envie de te prendre sur le lit de papa et maman et tout. Et elle lui fait mais non, en fait, je trouve ça glauque, arrête ça. Et au début, il commence un peu à la pousser, etc. Et elle commence à faire non, mais arrête ça et tout. Et comme il voit qu'elle rigole pas, qu'elle est vraiment choquée, qu'elle veut pas du tout se laisser faire, il lui fait genre c'est bon, je rigolais, etc. Il passe à autre chose. Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que c'est peut-être là d'ailleurs que lui-même il a décidé qu'il allait plutôt essayer avec sa meilleure amie plutôt qu'avec elle, parce qu'il s'est dit cette fille, elle se laisse pas assez faire entre guillemets, ça va pas être rigolo. Je vais pas pouvoir la dégrader, etc. La pousser à repousser ses limites et tout, parce qu'elle a trop d'amour propre entre guillemets, elle accepte pas les trucs qui vont à l'encontre de ses convictions et tout. Donc on sentait qu'à ce moment-là, c'était justement de faire un truc qu'elle voulait pas vraiment, enfin de repousser ses limites à elle qui l'excitait lui, quoi. Il est parti essayer de faire ça avec Amina, parce que Amina, c'était une fille beaucoup plus sage, et c'est probablement beaucoup plus facile de faire ça à une fille beaucoup plus sage, même si sur le moment il s'était peut-être dit qu'il y avait du défi à faire ça avec Stella, hein. J'imagine que c'est ce qu'il s'est dit, et que c'est pour ça lui a plu, et il s'est dit voilà, je vais d'abord l'apprivoiser, et je la détruirai ensuite. Mais là, il s'est peut-être
dit bah ça prend trop de temps, c'est pas assez excitant, je vais aller le faire avec la meilleure amie. Donc il est allé la chercher ce soir-là en lui disant effectivement on va préparer une surprise pour Stella pour son anniversaire. Amina elle a dit oui même si elle était un peu méfiante. Et même si avec Stella elle s'était promis de pas revoir Chris et tout. Et donc quand il lui a dit ça, il lui a dit vas-y je t'emmène chez moi. Et apparemment même dans la voiture et tout, il a commencé à la toucher, à vouloir l'embrasser et tout. Elle a dit non. Et lui en fait quand elle a voulu sortir de la voiture, il a fermé les portes de la voiture à clé. Donc elle pouvait plus s'échapper. Et donc là elle a flippé. C'est là qu'elle lui a balancé du spray au poivre à la gueule parce que depuis le début dans l'enquête il y avait aussi un élément où ils essayaient de dire que c'était forcément Stella la coupable parce que oui, Stella avait toujours un spray au poivre dans son sac. Pourquoi elle en avait un ? Bah nous du coup on le sait, c'est parce qu'elle s'est fait violer dans son adolescence et que du coup c'est une de ses angoisses. Mais c'est pas complètement étonnant que du coup sa meilleure amie en ait un aussi parce que les deux se parlent et elles ont dû se passer leur technique. Donc elle lui a mis du spray au poivre dans la gueule. Elle a réussi à actionner l'ouverture des portes et à s'enfuir, enfin pendant que lui il était en train de tousser, etc. Chris la poursuit, ça c'est sûr, mais je sais plus si c'est Chris qui la poursuit avec un couteau ou si c'est elle qui a pris le couteau qu'elle a trouvé dans la voiture de Chris juste avant de s'enfuir, et donc elle s'enfuit avec le couteau et que Chris la poursuit. Là j'ai un petit doute, donc excusez-moi. Elle, dans son témoignage au tribunal, elle nous dit « Moi ensuite je me suis enfuie, je sais pas ce qu'il est devenu, j'ai vu qu'il me poursuivait, j'ai couru et j'ai fini par le semer et c'est tout ce que je sais. » Mais ce truc sert à faire que, en gros, sur la scène du crime, il y avait Stella, mais il y avait aussi Amina, et comme on sait pas laquelle des deux a pu le tuer, et que les deux avaient des très bonnes raisons de le tuer, parce que bah du coup Amina dit... parce que là je vous dis il l'a ploté et tout, mais je crois qu'il l'a vraiment violé en fait. Je crois que dans la voiture il l'a vraiment violé et qu'elle a pas tout de suite réussi à s'en sortir entre guillemets. Elle lui a foutu son spray au poivre etc à un moment, mais il avait déjà commencé à la violer avant quoi. Donc elle a été violée, donc elle a des très bonnes raisons potentiellement de le tuer. Stella aussi. Donc on sait pas laquelle des deux, et apparemment en Suède, si il y a deux suspects qui sont sur les lieux du crime, que aucun des deux n'avoue, et que on peut pas déterminer lequel des deux a commis le crime, etc., et ben les deux sont relâchés. Donc on apprend à ce moment-là que Ulrika avait prévu ça depuis le début, et que c'est elle qui avait demandé à Amina de ne rien révéler avant le procès, et de faire cette révélation de Godin juste au procès, parce que si elle l'avait révélé avant, les deux auraient été enfermés, ils auraient essayé de les faire avouer, ils auraient très certainement cassé le truc avant en fait. Comme ça arrive qu'au moment du procès, et ben ça fait qu'on peut plus considérer que Stella est suffisamment coupable entre guillemets parce qu'il y a d'autres suspects potentiels quoi. Donc tout ça c'était un plan prévu, Stella est relâchée, les parents pleurent, tout le monde est content, et en épilogue on a comme je vous disais la scène proprement dite, où en fin de compte Stella voit Amina qui court en disant ouais c'est Chris qui m'a agressé etc. Elle comprend que sa meilleure amie s'est fait violer et elle se sent coupable, elle se dit putain c'est à cause de moi, j'aurais dû croire l'ex de Chris qui me disait qu'il était dingue, j'aurais dû m'y attendre, j'aurais dû soupçonner ça, quand j'ai vu le texto, que j'ai compris que c'était pas un texto d'elle, j'aurais dû arriver plus vite, j'aurais dû etc. Enfin elle est vraiment en train de se dire la pauvre elle va vivre ce que j'ai vécu à cause de moi parce que j'ai été une mauvaise meilleure amie, donc déjà elle se sent hyper coupable et en plus elle a la haine de ouf contre Chris parce que le gars elle se dit mais il nous a trahis toutes les deux, il a essayé de nous monter l'une contre l'autre, il nous a fait du mal à ce point là, enfin il a aucun scrupule et tout. Mais elle est surtout en colère en se disant qu'elle a pas envie qu'il fasse du mal à sa meilleure amie. Je crois qu'à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, c'est Amina qui a le couteau, Chris arrive et il commence à vouloir les agresser. Et en fait, quand il se rend compte qu'Amina a le couteau, ben il se calme et on reste un peu dans un statu quo. Sauf que à ce moment-là, Amina commence à vouloir un peu agresser Chris et puis elle s'arrête. Il y a Stella qui lui prend le couteau et le livre s'arrête là-dessus. Et donc on comprend bien que c'est Stella effectivement qui a réellement tué Chris, mais qu'elle l'a tué pour venger sa meilleure amie. Et non pas dans une scène de jalousie ou dans un truc incompréhensible, etc. Enfin, elle l'a fait justement par amour, par solidarité, etc. Enfin, avec des sentiments positifs, que le mec était une grosse ordure, et voilà quoi. Donc c'est vraiment dommage de briser la vie des gens sur ça. Dans la partie où on était du point de vue de Stella, elle nous dit à un moment qu'elle est pour la peine de mort, etc. Donc évidemment, bon, je suis pas spécialement d'accord à cause des erreurs judiciaires et non pas à cause du fait que... moi aussi, je me dis, quand il y a des tueurs en série où à chaque fois qu'ils ressortent, ils retuent, ça serait mieux si on les avait tués. Mais être pour la peine de mort, le problème c'est qu'on peut tuer des innocents quoi. Donc je suis pas très motivée par la peine de mort de base, mais elle quand elle dit bah oui, tous ceux qui ont eu des membres de leur famille qui ont souffert à cause de psychopathes et tout, je suis sûre qu'ils seront d'accord avec moi, et si vous êtes pas d'accord c'est que vous avez rien vécu en gros. C'est complètement un point de vue qu'on peut comprendre, et quand on sait qu'elle pense comme ça, on n'est pas trop étonné de ce qui se passe à la fin. Il y a ça, comme je vous disais, le fait qu'elle était assez impulsive et tout. En général elle a quand même des bonnes raisons, donc justement quand elle-même elle se soupçonne d'être psychopathe, non, elle est pas psychopathe. Elle est assez justement impulsive, émotive, etc. oui, mais elle est clairement pas psychopathe. Le pire c'est que on apprend que Amina, donc je vous disais, était plus proche des parents de Stella, que les parents de Stella ont même plusieurs fois, une fois la mère
de Stella a dit devant Stella pourquoi t'es pas plus comme Amina, le truc qui fait vraiment mal. Ça aurait pu encore une fois briser leur amitié, bon ça l'a pas fait. Amina qui était beaucoup plus parfaite, etc., mais qui allait prendre super cher. Parce que justement, elle avait ce côté plus fragile, plus naïf et compagnie. Que Stella ait fait ça pour la protéger en quelque sorte, c'est compliqué. Moi, je trouve qu'on peut pas trop lui en vouloir. Hein. Comme je vous dis, on peut pas non plus trop avoir d'empathie pour ce mec qui s'est vraiment comporté comme une grosse merde. Si vous aussi, vous êtes un putain de pervers narcissique qui s'amuse à manipuler les filles, etc., faites attention au coup de couteau. Parce que bon, ça finira peut-être bien par arriver qu'il y ait quelqu'un qui se dise que ça suffit les conneries. Hein. Même si j'imagine bien qu'il y en a beaucoup qui font ça en toute impunité pendant toute leur vie. En tout cas, du coup, cette histoire, je l'ai trouvée extrêmement stylée, super agréable à lire, beaucoup de suspense, perso intéressant, beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions intéressantes aussi sur la personnalité des gens, etc. Un gros kiff, un gros coup de cœur, un bon moment. Je vous le conseille à nouveau. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et moi, je vous dis à bientôt en espérant qu'il y ait moins de pollen. Salut!